Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre et où vous pouvez aborder tous les thèmes qui vous touchent. Aucun sujet n'est défini à l'avance. Vous le savez, ce n'est pas moi qui vous propose un thème ou alors très exceptionnellement, mais vous, en fonction de votre vécu, qui pouvez à tout moment appeler le 3921 pour témoigner à l'antenne et ainsi peut-être partager votre expérience avec d'autres auditeurs. Alors c'est bien de vous le rappeler parce que je m'aperçois en interrogeant mon répondeur, en l'écoutant, que il arrive assez souvent que vous me demandiez d'aborder tel ou tel sujet. C'est pas le principe de cette libre antenne qui, comme son nom l'indique, veut que ce soit vous qui parliez de vos expériences, de votre vie, de votre vécu. Et si c'est moi qui le propose, ça n'a pas la même portée. Et donc, eh bien, je vous invite, si vous souhaitez voir aborder tel sujet qui vous touche de près ou de loin, à oser décrocher votre téléphone et à composer le 3921 où vous serez, je vous l'assure, accueillis très chaleureusement. Alors ce soir, c'est Asiba et Quentin qui seront au bout de la ligne sous le regard bienveillant de Philippe Chartier qui réalise cette émission. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Et bien sûr, à tout moment, si vous vous retrouvez dans un témoignage, vous pouvez nous faire part de vos commentaires, de vos réflexions, en nous envoyant un courriel sur le site europe1.fr, en nous envoyant également vos messages au 7 21 21, en les commençant par le mot nuit. Et vous pouvez également nous joindre, échanger avec nous à l'antenne, en appelant le 39 21 choix 1. Sinon, vous tombez sur mon répondeur et là, on y perd un peu en interactivité. Bonsoir Julie. Oui, bonsoir Bonsoir. Caroline. Alors, je vous appelle parce que j'ai 28 ans et je suis salariée depuis 2 ans et demi. Et j'ai depuis 4 ans une relation longue distance amoureuse avec mon conjoint qui habite à 500 km à peu près de là où j'habite. Oui. Donc, il m'a connue étudiante. C'est de cette façon-là que je l'ai rencontré à l'heure d'un stage. Il travaillait dans une entreprise X ou Y. Et donc, depuis, je me suis éloignée de plus en plus pour des raisons professionnelles. Donc, jusqu'à présent, il m'a laissé faire ma carrière, entre guillemets. Et maintenant, au bout de 4 ans, je pense que je me suis pas mal investie et j'envisage d'autres projets comme se rapprocher de lui, maison, enfant, tout ce que je mets en stand-by depuis 4 ans. Et c'est un peu difficile pour moi parce que je me dis que là, ce serait quitter mon travail pour en fait un avenir incertain, moi qui ai besoin de beaucoup de sécurité. Là, je me retrouve un peu... je cogite beaucoup. Oui. Et il y a des choses, comme l'histoire des enfants. C'est quelque chose qui me travaille beaucoup depuis cette année. Et je sens aussi que dans le travail, je commence à m'impatienter, à devenir irritable. Et je pense que c'est le psychologique qui joue, quoi. Le psychologique, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que j'ai pas mon équilibre. Mais oui. Oui, c'est-à-dire que vous voulez, mais alors parce que vous avez un désir d'enfant, là, un désir de construire avec cet homme. Oui, c'est ça. Au bout de 4 ans. Oui, je comprends. Autre chose. Lui, il a été patient. Maintenant, c'est plus moi. Il serait d'accord, lui, pour un projet d'enfant avec vous. Bien sûr, oui. Oui. Lui, il a fait que m'attendre depuis 4 ans, en fait. Il était... On a une grosse différence d'âge. Il m'a connue à 23 ans. Il en avait à l'époque 37. Oui. Donc, lui, il avait déjà sa carrière. Il a fait sa vie. Il a 2 enfants. Et moi, j'étais en devenir, en fait. D'accord. Et maintenant... Alors, qu'est-ce qui vous empêche d'aller le rejoindre ?
Je me dis, là, par rapport à notre relation qui, jusqu'à présent, nous convenait, une relation éloignée, hein, personne n'aurait parié sur cette durée-là. Nous, on s'en est sortis. Le fait que je quitte tout pour un homme... Tout, c'est-à-dire travail, stabilité... Mais vous avez une sécurité dans votre emploi ? En fait, je démissionnerai de mon emploi. Oui. Mais ouais. vous faites quoi comme Je suis en fait chargée de clientèle. D'accord. Et dans la région où vous iriez, c'est un poste... Mais déjà si bon... Alors, tout dépend, évidemment, parce que là, si vous étiez, ça serait plus simple s'il était dans votre région et vous feriez un bébé, vous seriez en congé maternité, vous retrouveriez votre emploi au retour. Bon, là, si vous allez dans sa région, si j'ai bien compris, ça serait dans le projet de faire un enfant. Donc, ce qui veut dire, est-ce qu'il serait, dans un premier temps, en mesure de pouvoir, est-ce qu'il a une situation qui permettrait, dans un premier temps, de faire en sorte que vous ne travailliez pas ? Oui, non, tout à fait. Même moi, enfin, j'ai de quoi tenir, entre guillemets, avant de retrouver un emploi. Mais la chose, c'est que par rapport à nos caractères diamétralement opposés, enfin, une vie commune, c'est-à-dire que chez nous, en commun, ce serait d'abord une grosse aventure, déjà, de voir si on arrive à habiter ensemble, en vue, bien entendu, pour moi, de construire... oui, parce que vous n'avez jamais vécu ensemble. C'est ça, enfin, hormis les vacances, ou alors au début, quand j'étais étudiante, voilà, pendant 2-3 mois, on a vécu... j'ai vécu chez lui, en l'occurrence, on n'a jamais eu de chez nous. Ça a toujours été soit lui chez moi, ou moi chez lui. Et dans ce cas, enfin, moi, quand il était chez moi, enfin, j'ai vu qu'on est vraiment différents. Enfin, lui, il est maniaque, moi, je suis désordonnée. Voilà, moi, je me permettais justement, je me permettais de faire ce que je souhaitais. Quand j'étais chez lui, par contre, je faisais des efforts parce que justement, je n'étais pas chez moi. Et là, dans l'idée d'un chez nous, je pense que il y aurait de quoi faire. Voilà. Enfin, ça reste difficile parce que voilà. Mais vous semblez hésiter tous les deux finalement. Non ? Lui hésitant par rapport à moi parce qu'il me sent hésitante, il me connaît. Ça fait globalement, on est ensemble depuis 4 ans. Ça fait 2 ans que je lui parle d'un prochain rapprochement. Oui, mais alors est-ce que justement vous ne voulez pas aller trop vite, Julie, avec ce projet d'enfant, parce que peut-être que il serait préférable quand même de voir déjà le couple avant la famille. Non, bien sûr, c'est dans cette idée-là aussi, mais... Et alors, mais procédons par ordre, c'est-à-dire avant de partir, avant de donner votre démission, assurez-vous de trouver un emploi dans la région où vous comptez vous rendre. On part pas comme ça dans le contexte économique actuel sans biscuit. Enfin, c'est pas comme si vous aviez, si c'était un homme avec qui vous avez eu une relation déjà de couple, que vous avez vécu ensemble et puis que vous ayez dû vous séparer justement pour des raisons professionnelles et qui vous est éloigné géographiquement. Mais là, subitement, ça fait peut-être trop d'un coup. Et donc, je comprends aussi votre appréhension. J'ai peur de tout lâcher pour rien, en fait. De vous retrouver un peu le bec dans l'eau. Oui. Bon, alors en même temps, la vie est une perpétuelle prise de risque. Hein. On peut pas avoir la sécurité partout, mais là, ça fait peut-être beaucoup d'un coup. C'est-à-dire c'est l'expérience de la vie en couple, l'expérience de la parentalité, et puis vous retrouvez sans travail, avec un travail qui, semble-t-il, vous tenez beaucoup à cœur. Ça fait beaucoup. Oui, c'est ça. C'est que tout cumulé, je me dis, moi, si notre relation n'est pas viable, enfin, pour moi, l'amour ne fait pas tout. Non, mais vous avez raison. C'est un signe de maturité de penser comme cela.
L'amour Oui, ne fait pas tout, c'est-à-dire si vous risqueriez d'en vouloir à cet homme et que ça pèse sur votre relation si Exactement. vous. Oui. Parce Mais que là, donc dans une oui. situation où je suis autonome financièrement, où je reste indépendante, enfin où j'ai ma sécurité à moi, il n'y a pas de souci. Mais là, enfin, on envisage d'acheter une maison ensemble. Ça, c'est un gros projet aussi. Donc, c'est le projet d'une vie finalement, de faire un enfant avec un homme. Enfin, il est déjà papa, donc je le vois avec ses enfants. C'est pas mon modèle en tant que parent. Par exemple, enfin, c'est hyper important qu'on puisse regarder dans la même direction. Et enfin, je pense que c'est pour ça qu'on est ensemble, parce qu'on est très différents et qu'on s'aime comme ça. Mais maritalement, entre guillemets, est-ce que ça collera? Ça, c'est vraiment un point d'interrogation pour moi et j'ai peur de ça. Mais il faut se lancer. Je me dis que là, ça fait déjà 2 ans que... Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez raison qu'il faut aussi se lancer parce que sinon, vous pouvez continuer longtemps au fond cette relation à distance où vous voyez pendant les vacances, les week-ends, et puis vous allez à côté de cela nourrir des rêves, des aspirations profondes et légitimes qui sont celles de toute jeune femme, d'une femme qui souhaite fonder un foyer et puis peut-être vous rendre compte que c'est pas l'homme qui vous convient. Et puis peut-être au fond si. Donc comment le savoir si vous ne tentez pas l'aventure? Exactement. Donc vos craintes ne sont peut-être pas justifiées, donc il est important de tenter l'aventure, mais de ne pas mettre trop de paramètres négatifs dans cette aventure-là. Et c'est vrai que si vous y allez avec trop de choses anxiogènes, en ayant l'impression de larguer toutes les amarres, vous allez arriver avec un peu trop d'angoisse, je pense. Oui, donc quand votre entourage, oui, et puis trop de vous accrocher à lui et avec lui. Quand votre entourage vous recommande justement, puisque vous êtes en poste, il n'y a pas d'urgence. Ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. De commencer activement à faire des recherches dans sa région. Il sera toujours préférable vous donnerez votre démission quand vous aurez quelque chose. Oui, trouver un poste dans sa région. Mais c'est ce que je souhaitais faire, hein, c'est-à-dire que trouver du travail avant de pouvoir quitter mon emploi actuel. Oui, et ça vous permet de voir comment est votre relation de couple avant de vous engager dans un projet de parentalité. Mais c'est pas faisable en fait sur le terrain parce qu'on habite donc très loin l'un de l'autre. Et pour faire des entretiens professionnels, il faut que je sois vraiment présente et réactive et mobile. Et là, le peu de temps que j'ai, je le consacre donc à mon ami ou alors à ma famille. Et je pense que c'est vraiment pas faisable ou sinon je peux pas prendre un rendez-vous professionnel sur 1 mois avant par exemple. Je pense que l'employeur ne comprendra pas ce manque de mobilité de ma part. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme si on habitait, j'habitais à côté de chez mon conjoint. Ça nécessite quand même en termes de temps de trajet, ça nécessite 3h30, 4 heures de route, de voiture. Mmh. Donc je peux pas me déplacer d'une semaine à une autre et me libérer professionnellement d'une semaine à une autre pour un entretien. Oui, mais attendez, Julie, moi j'espère pour vous que vous allez avoir des entretiens, vous allez avoir beaucoup d'entretiens de recrutement, mais en même temps, le marché de l'emploi est ce qu'il est. Vous voyez, tant mieux si vous avez beaucoup d'entretiens de recrutement mais déjà vous allez faire une sélection si vous en avez beaucoup par rapport à ce qui vous intéresse. Oui. Et puis attention là, vous mettez des freins où il y en a pas, à mon avis. Si vous avez vraiment quelque chose qui vous intéresse, vous allez y aller, et vous allez trouver quelque chose pour pouvoir y aller à cet entretien. Non, quitte à vous faire porter pâle. Pardonnez-moi, ça se dit pas, mais enfin bon, vous voyez. Vous me suggérez des choses. Non, mais écoutez, c'est pas politiquement correct, mais bon, je suis désolée, mais s'il y a vraiment quelque chose qui vaut la peine, bon.
Mais j'aurais du mal en fait à me faire porter pâle pour ce genre de Oui, choses. bon, je vais pas Après préconiser des ça, congés mais ou il faut savoir ce que vous voulez aussi, Julie. bien sûr. Là, vous freinez des cas de fer. Pour moi, ce serait dans l'idée, le travail c'est très important, la conjoncture actuelle Mais ne permet justement. pas forcément. Mais là, en vous même êtes temps- prête, vous seriez prête à démissionner comme ça, un peu, et hop, partir à l'aventure. Non, c'est pas raisonnable non plus. Et ensuite, sur place, une fois que j'aurai. Voyons. Oui, c'est ça. Et puis sur place, et puis ça peut durer 6 mois, 1 an, comme ça, le nez au vent. Et pendant ce temps-là, dans un endroit où vous connaissez personne et où vous risquez de vraiment trouver le temps très long. Je connais déjà la région. Mais c'est pas la chose. Pourquoi vous n'essayez pas déjà pourquoi ça vous paraît insurmontable d'essayer au moins de faire des démarches et vous verrez bien ce que ça donne. Mais honnêtement, c'est une question de moyens pour moi. C'est que, ça peut paraître étonnant, mais pour des raisons économiques, je n'ai pas de connexion Internet, par exemple, chez moi. Non, ça, donc les recherches, je pourrais le faire au travail. Non, mais attendez, ça, une connexion Internet, c'est moi qui vous le dis, mais ça, c'est pas le problème, hein. Pour moi, c'est un gros frein. Ça m'empêche de faire beaucoup de choses. Oui, mais c'est pas le problème. Si vous voulez une connexion Internet, ça se trouve, ça, quand même. Ouais. Mais je débauche quand même. C'est pas que. Oui, je me donne des freins, je suis d'accord avec vous. Oui, non, mais Julie, là, vous vous opposez des résistances qui vraiment. Ce que je veux vous dire, c'est que, mais bon, vous allez me sortir d'autres arguments, hein, je suis sûre. Effectivement, ça coûte 30 € par mois, mais je veux dire, ça risque de vous coûter plus cher. De vous retrouver comme ça, de claquer votre démission et puis de vous retrouver sans rien, le bec dans l'eau pendant des mois. Hein. En termes de, de manque à gagner, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher. Et sur le plan financier et sur le plan moral. Hein. C'est à vous de voir. Hein, c'est à vous de... Non, mais bon, visiblement, j'arriverai pas à vous convaincre et il y a d'autres enjeux derrière. C'est que vous freinez des cas de fer. Et peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas prête. Pas prête à sauter le pas ? Oui. Oui, parce que on voit que vous êtes en train, plus on en parle, plus vous mettez tout en œuvre pour me dire qu'en gros, soit c'est pas possible d'organiser, vous voulez sauter le pas, mais le sauter un peu tête baissée. Si, vous êtes prête à sauter le pas, mais foncez, quoi. Bon, je ne sais pas ce que ça signifie pour vous, c'est-à-dire sans base de repli, sans rien. Donc, vous y allez tête baissée. Bon, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire à la fois vous avez très peur, ça fait penser à ces personnes qui ont très peur, quoi, comme les timides, puis qui tout d'un coup se lâchent, ou ceux qui sont phobiques du vide et puis qui font du saut à l'élastique. Oui. Mais pourquoi pas, hein. C'est douter, comme dit le subversif, vos interrogations, elles sont saines, elles sont mûres. Et le doute, c'est responsable. Donc, c'est pas le doute qu'il faut craindre. Mais il faut pas, du coup, maintenant, après que vos peurs se greffent là-dessus, et du coup, chercher à les conjurer en allant au-devant et vous voyez, quand on a peur, parfois, soit on fait la politique de l'escargot, on ne fait plus rien, soit on fonce tête baissée, sans plus rien écouter, un peu comme le taureau, quoi. Oui. Et on va au-devant de difficultés. Il y a un peu 2 attitudes extrêmes. Oui, c'est exactement ça. Alors qu'on a le droit de douter, c'est même sain de douter. Oui. Hein, c'est plutôt mature de douter. Mais là, dans le sens où ça me travaille beaucoup, si je reste raisonnable, donc je cherche un emploi dans la région où j'irai. Si justement je ne trouve pas d'emploi, ça me retarde dans mon rapprochement. Ouais. Voilà, il y aura des barrières partout, il n'y a jamais de moment idéal. En tout cas, par rapport à... il y a Nina qui dit dans les agences Pôle emploi, la connexion est gratuite.
Et puis il y a Nicole aussi qui a appelé le 3921 et je la remercie, mais elle ne souhaite pas s'exprimer à l'antenne pour dire qu'il y a aussi la possibilité de prendre un congé sans solde. Et comme ça, vous pouvez aller vivre avec cet homme, voir comment ça marche. Et puis, au bout de cette année, reprendre votre travail si ça ne va pas. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de démissionner. Donc bon, il y a des solutions. Hein, faut trouver voilà. la bonne. Oui, prenez le temps d'y réfléchir. Et dites-vous que douter est plutôt sain dans votre situation, Julie, et que n'adoptez pas une attitude extrême. Prenez le temps d'y réfléchir. Il n'y a pas d'urgence, et vous allez voir, vous allez trouver une situation. Une situation, une solution. Il y a des solutions, vraiment. Hein. Bonne chance, Julie. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Pour rejoindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir André. Oui, bonsoir Madame Le Dublanche. Bonsoir. Eh bien écoutez, je vous appelle parce que j'ai besoin de vos conseils éclairés. J'ai un souci de relation avec une de mes filles et j'aimerais bien savoir ce que je peux faire pour améliorer ce type de relation. Oui. Alors je vais vous exposer un petit peu la situation. J'ai été marié une première fois et donc de ce mariage j'ai eu 3 enfants. Oui. De ces 3 enfants, un garçon qui est l'aîné, une fille qui le suit, donc c'est celle-là qui pose un problème, et une dernière fille. Alors, avec le garçon et la dernière fille, tout va très bien, nous avons des relations normales. Nous ne nous voyons pas souvent parce que moi j'habite le Nord et le garçon habite à Thonon-les-Bains, et Grenoble pour l'autre fille. Mais enfin, nous nous voyons pour les vacances et puis pour les fêtes de fin d'année à Noël. Hein. Voilà. Mais alors, la dernière fille, je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas d'où vient Elle est très agressive. Alors, la dernière, vous me dites celle du milieu, plutôt Celle du milieu, pardon, oui. Celle du milieu, la deuxième fille, oui. C'est étrange, d'ailleurs, votre lapsus, alors. Oui, excusez-moi, oui. Non, vous n'avez pas à vous excuser, mais... Pourquoi Non. La dernière, oui. Non, c'est pas la dernière, c'est effectivement c'est celle du milieu. Et elle est, pour vous dire, mon fils est polytechnicien, il est ingénieur pétrole, il a dirigé une raffinerie en Suisse. L'autre fille est cadre dans une grande entreprise française à Grenoble. Et elle, évidemment, elle a une situation à la poste, une situation moyenne, quoi. Alors est-ce que c'est ça ? Est-ce que... en fait, c'est quelqu'un qui n'a aucune relation avec personne. Elle n'a pas d'amis, aussi bien mes enfants que moi-même, ma nouvelle épouse. Nous avons énormément d'amis. Nous sommes des gens normaux qui avons des relations avec sans souci. Et elle, alors je ne sais pas. Alors il faut se dire aussi qu'elle est mère célibataire. Elle a un garçon qui a maintenant 20 ans, mais qui est... je ne connais pas du tout le géniteur, hein, je ne sais pas du tout qui il est. Voilà. Alors est-ce que c'est ça ? Alors qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les relations ? Parce que évidemment, elle est un petit peu à l'écart de la famille, parce qu'à chaque fois qu'on se voit pour une réunion de famille, elle fait un scandale, parce que elle me reproche à moi et à sa mère décédée de ne pas s'être occupé d'elle. On a tout fait pour l'aînée, on a tout fait pour la petite, mais pour elle, on n'a rien fait, ce qui est faux. Quand on a 3 enfants, on s'occupe de 3 enfants. Maintenant, il y en a qui sont plus doués que d'autres, malheureusement. C'est pas de notre faute si elle voulait pas travailler à l'école, qu'elle était difficile, disons. Quelle est l'attitude que je peux avoir avec elle ? Difficile de vous répondre comme ça en quelques mots, parce que
il y a une souffrance évidente chez votre fille. Alors vous apportez des réponses qui sont liées à des questions d'ordre liées à sa situation professionnelle, à sa situation sociale, qui C'est une hypothèse. c'est une hypothèse, oui. Oui, Donc qui pourrait donner lieu à des complexes chez elle par rapport à son frère et à sa sœur. Vous dites également qu'elle est mère célibataire, ce qui supposerait que vos autres enfants, eux, sont dans des couples plus traditionnels. Absolument, oui. Oui. Nous Et sommes puis, des gens de tradition, disons. Moi-même, je suis remarié officiellement, donc avec ma nouvelle épouse. Mais votre lapsus me laisse à penser, vous voyez, il est intéressant, c'est toujours intéressant les lapsus. Quand vous avez dit, vous me l'avez présenté en me disant, voilà, vous avez 3 enfants, un garçon, l'aîné, une fille. Vous m'avez dit cette fille avec qui vous êtes en difficulté, et puis une autre fille. Et puis, quand vous avez repris, vous m'avez dit la dernière. Et après, quand vous m'avez parlé d'elle, vous me dites, elle vous reproche à vous et à sa mère qui est décédée, au fond de ne vous être jamais occupé d'elle, pas assez par rapport à ses autres frères et sœurs. Comme si elle avait eu le sentiment d'être la dernière roue du carrosse. C'est une expression qu'on utilise. Oui, c'est possible, hein, vous savez. Vous voyez, comme si dans l'inconscient tout ça se rejoignait. Oui, peut-être, oui. Je n'ai pas envisagé cette question. J'ai jamais pensé ça. Bon, il est certain que moi, je me suis beaucoup occupé de son frère, mais parce que c'était un garçon et pour un homme, un fils, c'est un fils. Hein, je sais pas. C'est-à-dire dans un fils, l'homme se retrouve. Moi, je me suis retrouvé dans mon fils. Vous comprenez, les filles, c'est différent. Bon, c'est différent. Mais la dernière, apparemment, donc on va bien dire la dernière, la dernière née, il y avait pas de problème. On n'avait pas de problème. Je m'en suis occupé aussi normalement. Et des 2, des 3, non, je ne pense pas aussi bien sa mère que moi. On s'en est occupé. Mais quand vous avez un fils qui faut le dire, est brillant, qui ne pose pas de problème. Et puis on a peut-être tendance, j'ai peut-être eu tendance à m'en occuper plus que d'une fille qui était toujours grognon, qui était toujours, fallait toujours lui dire, as-tu fait tes devoirs, Et oui, et justement, pourquoi était-elle toujours grognon ? Parce que au fond, peut-être a-t-elle été écrasée quand elle venait par ce frère, par l'image de ce frère, parce que vous savez, les filles ont besoin aussi d'être valorisées par leur père. C'est le père et participe beaucoup à la construction aussi psychique de la petite fille. Hein. C'est vrai que le rapport avec la mère, il est en effet plus charnel. Le lien au père, il est toujours à construire. Donc l'estime du père, elle est à gagner et elle est toujours très valorisante pour l'enfant, surtout si l'enfant admire son père. Ah, là, je ne sais pas, oui. Oui, mais ça, je peux vous le dire. Vous me culpabilisez, là. C'est pas le but de la manœuvre. Juste que j'essaye de... non, mais j'essaye de vous faire comprendre peut-être ce que votre fille aussi a pu ressentir. Bon. C'est-à-dire quand elle était toute petite, comme il y a 18 mois d'écart entre l'aîné et elle... Oui, donc c'est peu. C'était peu, ils étaient vraiment toujours ensemble, ils jouaient ensemble, et puis moi avec, hein, puisque quand on jouait ensemble, moi je me suis beaucoup occupé de mes enfants, je me suis beaucoup occupé de leurs études, surveillé ça de très près, mais des deux à l'époque, la dernière est venue beaucoup plus tard, il y a beaucoup de différences avec le... Oui, mais la dernière, du coup, elle a combien d'écart avec eux ?
7 ans. Oui, alors elle souffrait moins de cette rivalité. Et on peut comprendre que finalement, ce peu de différence entre votre fils et votre fille aînée, on va dire, les deux aînés, la rivalité ait été plus rude, plus âpre entre eux. Et votre dernière fille a été un peu protégée par cette différence d'âge. C'est possible. Mais le problème, c'est que nous avons donc, nous voyons plus parce que même son frère, qui a été très gentil avec elle, qui lui l'a toujours aidé dans les difficultés maintenant, et il ne l'invite plus parce que à chaque fois qu'elle vient dans une réunion, c'est pour faire un scandale. Alors comment ça se traduit, par exemple, les scandales ? Ça se traduit que c'est un leitmotiv. Hein. C'est toujours oui, vous avez eu la chance parce que papa et maman sont occupés de vous. Tandis que moi, vous comprenez, j'ai pas eu de chance, etc. C'est toujours la même chose et même c'est même violent parce que la dernière fois c'était à l'enterrement d'une nièce malheureusement qui est décédée d'un cancer et moi j'étais pas présent mais alors qu'ils sont rentrés tous les trois donc par le train. Et elle a fait un scandale pour toujours leur dire alors maintenant ils veulent plus la voir quoi. Et moi non plus parce que moi je vais vous expliquer quand même, je suis un peu responsable. Bon, elle avait un fils qui travaille pas non plus. Bon, alors un jour elle nous a appelé au secours, alors on est allé. Et puis garçon, pas moyen de savoir ce qu'il voulait faire. 17 ans, il redoublait sa 5e. C'était pas beaucoup, c'était pas très brillant. Puis il ne travaillait pas. Et alors, on a appelé quelques semaines après. Puis je lui ai dit, écoute, ton fils, il va être recyclé dans l'armée parce qu'il y a un dispositif maintenant dans l'armée où on récupère ceux qui n'ont rien fait à l'école. Et puis après 25 ans, il aura le RMI, comme tous les feignants, comme tous les paresseux. C'est dur, vous tenez des propos durs, André. Hein, vous vous rendez compte de ça ? Ah oui, je sais. Recycler, on récupère les paresseux. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de vos mots ? Peut-être pas, non, mais je suis très dur. Moi, vous savez, je me suis battu dans ma vie. Oui, André, c'est souvent parfois le propre des personnes de votre génération. Oui. Pas tout le temps, mais ça, c'est la violence des propos de votre fille peut être à la hauteur aussi de la violence de ce que vous lui balancez dans la figure. Hein. Pardonnez-moi, mais c'est violent ce que vous lui dites. Oui, c'est vrai. Parce que vous touchez à son fils quand même, hein, et vous lui renvoyez, en parlant de son fils de la sorte, vous touchez à son image à elle. C'est bien possible. Or, dire d'un enfant de 20 ans, il est paresseux et autres, cet enfant, vous savez, c'est pas forcément de la paresse, il peut être dans une difficulté. Quand on est dans une forme de névrose, alors là c'est la psy qui parle, parfois la névrose, on peut penser que les enfants sont bêtes. Alors là vous parlez pas de cela, heureusement, vous parlez de paresse. Mais parfois même des professionnels pensent qu'il y a un problème d'intelligence. La névrose peut malheureusement donner peuvent laisser penser cela. Or, on a la tête tellement encombrée, les enfants la tête ou les adolescents tellement encombrés de problèmes qu'ils ne peuvent pas se concentrer, qu'ils ne peuvent pas travailler. Donc, ils ont avant tout besoin d'aide. Donc, finalement, quand vous me dites, André, comment aider votre fille, peut-être en commençant par modifier le regard que vous portez sur elle. Parce que, depuis le début, vous ne me parlez d'elle qu'en termes négatifs. Oui, c'est possible. Et elle a peut-être besoin d'entendre quelque chose de vous, d'un regard un peu positif porté sur elle. Alors oui, elle a un parcours différent par rapport à ses frères et ses sœurs. Oui, elle n'a pas fait de longues études comme eux. Oui, elle élève seule son fils. Pour autant, elle n'en a pas moins de valeur à vos yeux, je l'espère, que vos autres enfants. Et c'est peut-être tout simplement cela qu'elle a besoin d'entendre. Et c'est peut-être cela qui permettrait d'apaiser
un peu sa colère, qu'elle vous crie à la figure. Oui. Alors effectivement, c'est pénible, c'est désagréable parce que elle vient faire scandale, elle vient dire haut et fort dans quelque chose, de dire au fond, ça s'adresse d'une certaine façon à vous. Et c'est vrai que c'est compliqué puisque elle vous agresse. Donc, quand on est agressé, on n'a pas envie d'ouvrir les bras et de dire, ma chérie, tu sais, en fait, peut-être au fond, malgré tout, je t'aime. Mais souvent, les parents en prennent plein la figure. Et même encore, quel que soit son âge, au fond, puisque votre fille, je ne sais pas quel âge elle a aujourd'hui, elle a quoi, une cinquantaine d'années ? 50 ans, oui. Oui, et alors c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué avec un enfant qui a une cinquantaine d'années, donc qui n'est plus un enfant depuis longtemps. Mais d'une certaine façon, c'est l'enfant en elle qui crie. Oui, mais alors, attendez, par exemple, son frère, elle voulait être sage-femme. Bon, elle n'a pas réussi son examen. Oui, quel métier. Elle voulait être infirmière. Bon, elle n'a pas réussi non plus. Donc, elle s'est retrouvée être soignante. Alors son frère, à l'époque, il a trouvé à rentrer au Trésor public. Il n'y avait pas 3 jours qu'elle était là, qu'elle s'était disputée avec tous ses collègues. Oui. Résultat, ils n'ont pas gardé. Oui. Parce que c'est un élément perturbateur, on ne le garde pas. Mais je veux bien vous croire que... Moi, c'est pareil, dans mon école de danse, si j'ai un élément perturbateur, je ne le garde pas. Parce que nous travaillons toujours, vous savez. Bon, c'est peut-être pour ça que je suis dur, parce que moi, j'ai toujours beaucoup travaillé dans ma vie, je suis un homme de challenge. Donc, je suis peut-être pas très indulgent. Mais je comprends, c'est-à-dire que votre fille, malheureusement, comme souvent les personnes comme ça qui souffrent d'une image au fond, qui ont un manque de profond d'estime d'eux-mêmes, qui sont très abîmées, qui ont une image très abîmée d'elles-mêmes, finissent par la seule... tous les agressent. Finalement, tous les agressent et donc ne se rendent plus compte que, en fait, ils sont assoiffés d'amour, mais ils peuvent être dans la réaction d'agresser. Tous les agressent parce que tous les blessent, en fait. Oui. Ils sont à fleur de peau, tous les blessent, tous les atteintent très profondément, et donc tous les meurtrissent. Et donc, c'est ça, elle est meurtrie, et donc, la moindre chose la fait bondir au plafond, et donc elle ne supporte plus rien, plus aucune remarque, plus aucune réflexion. Là, alors il y en a qui s'enfoncent dans la dépression, et puis elle, sa façon de lutter, c'est elle est en colère. Elle en veut à la terre entière. Alors évidemment, tout le monde ne peut pas comprendre cela parce que, écoutez, elle n'a pas des thérapeutes en face d'elle partout. Donc évidemment, dans son travail, elle se fait rejeter. Comme vous dites, elle n'a pas d'amis. Et donc malheureusement, ça contribue à un peu plus l'isoler et un peu plus accentuer cette mauvaise image qu'elle a d'elle-même, à cette image de croire qu'au fond, elle est nulle et qu'elle ne vaut pas grand-chose. Donc ce serait vraiment une très bonne chose que votre fille puisse se faire aider et à y parler de sa souffrance en thérapie. J'en suis bien, c'est bien pourquoi je vous avais contacté. C'est-à-dire que, je l'avais pas revue depuis au moins 2 ans, depuis cet incident qu'elle avait fait, là. Et puis là, elle m'a téléphoné tout à l'heure, cet après-midi. Ah oui. Moi, j'avoue, j'ai peut-être pas été très gentil parce que je lui ai dit, écoute, faut voir une psychologue. Alors là, elle me dit, il y a un problème ? Non, il y a eu un problème de fausse manip, oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle m'a dit non, j'ai pas besoin, etc. Elle refuse absolument. Et elle vous appelait cet après-midi pour vous dire quoi ? Elle raconte toujours la même chose. Elle me dit tu sais, il faut qu'on apprenne à se connaître. Oui, quand même. Oui. Oui, mais elle est très en demande par rapport à vous. Ah oui, mais vous savez, c'est pas. C'est ce qu'elle vous disait cet après-midi encore. C'est ça, elle me disait, écoute, alors évidemment, je vous dis, j'ai pas été, c'est pour ça que peut-être je culpabilise. Oui, parce que puisqu'effectivement, elle dit, il faut qu'on apprenne à se connaître, et vous lui dites. Alors, ça peut tout à fait, vous pouvez tout à fait la rappeler, ces jours-ci, là, sans trop tarder, en disant, tu as raison,
hier, voyons-nous, ça serait bien qu'on se parle. Je crois qu'il est grand temps qu'on se parle et qu'on se voit. Alors, elle a été affectée aussi par le décès de sa mère, ça je la comprends. Hein. Sa mère est décédée subitement d'une rupture d'anévrisme, vous voyez, donc ça c'était pas drôle pour elle, quoi. J'avoue que bon. Mais dans la vie, on a des malheurs tous. Enfin, peut-être que moi je suis dur parce que bon, j'ai pas eu une vie facile. Vous avez certainement vos raisons, mais vous me demandez comment l'aider. Je dis, il est important qu'elle se sente un peu plus valorisée et que vous ne mettiez pas l'accent sur, si vous voulez, pas de comparaison avec ses autres frères et sœurs, pas de comparaison avec, que vous soyez un peu soutenant, un peu en disant que c'est qu'elle se sente finalement aimée, malgré le fait que, oui, elle est différente de ses frères et sœurs, que pour autant, vous ne l'en aimez pas moins. C'est peut-être ça qu'elle a besoin d'entendre. Oui, et que vos relations ne sont pas de tout repos. Et que parfois, vous pouvez lui dire, c'est difficile parce que quand tu viens me dire avec beaucoup de colère, tout ça, c'est difficile dans ces cas-là pour moi de te parler. Moi aussi, j'aurais agi avec colère. Finalement, vous pouvez lui dire, on se ressemble un peu par certains côtés. Hein, vous pouvez le dire sous forme d'humour. Parfois, ça passe mieux. Mais dire, tu sais, c'est pas parce que tu es différente que je t'aime. Voilà. Moi, il y a Domi qui dit. Sa petite fille a dû se sentir le vilain petit canard et elle dit travailler au trésor public quand on veut être sage-femme, je comprends que ça soit dur. Et puis, c'est très juste. Il y a First Lisa, c'est vrai, qui dit elle attend votre amour depuis longtemps. Et puis, il y a quelqu'un qui dit j'ai 18 ans et je me sens de grandes ressemblances avec la fille de ce monsieur. Sauf que moi, je suis sociable, alors André doit vraiment essayer d'aller vers elle. On va accueillir Lydie France qui est avec nous au 39 21 et je l'en remercie. Bonsoir Lydie France. Bonsoir Caroline. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je voulais vous dire, de toute façon, monsieur, ne culpabilisez pas parce que dans une fratrie, on voit souvent cela. Sur 3 enfants, des fois, ça va très bien, mais souvent un intermédiaire est difficile. Alors ne culpabilisez pas, mais elle a un caractère comme ça exécrable et ce sera toujours comme ça, vous voyez. C'est ça qui est embêtant. Attention, caractère exécrable. Oui, vous savez, les caractères. Oui, on ne peut rien faire. Moi, c'est pas génétique, le caractère. Une personne exactement. C'est un peu facile. Qui a fait des études tout à fait classiques, qui a été justement aux impôts, n'est-ce pas, au ministère des Finances, ainsi de suite. C'est une personne qui n'est jamais satisfaite. Il y a des gens charmants aussi au trésor des public. Tas de choses, un logement, ainsi de suite. Bon, elle n'a pas d'enfant, mais enfin, vous avez des caractères comme ça dans une fratrie. Alors que monsieur ne culpabilise pas, mais ce qu'il faudrait, comme vous dites Caroline, c'est qu'elle qu'elle se mette en rapport avec quelqu'un qui puisse médicalement la conseiller, mais il faut qu'elle veuille. Hein. Elle sera toujours comme ça. Hein. Oui, alors moi, je voudrais réagir à votre intervention, Lydie France, parce que je partage pas votre point de vue. Parler de caractère, ça sous-tendrait que on est toujours comme ça et qu'on ne peut pas évoluer. C'est ça. Dire que évidemment que dans une fratrie, les enfants sont différents parce que contrairement à ce que l'on pense, on n'élève pas ces enfants de la même façon. D'abord, André nous l'a dit lui-même. Selon que parfois on a un fils ou une fille, on est différent. André nous l'a dit, mais pas seulement André, d'autres parents pourraient nous le dire. André a accordé plus d'attention à son fils parce que lui, en tant que père, son fils, il se retrouvait dans son fils. Pour entendre des mères le dire. Selon aussi le moment de sa vie où on devient père ou mère. Donc, on n'a pas la même histoire avec l'enfant. Il y a des enfants dont on se sent plus proche. Ça ne veut pas dire qu'on aime moins les enfants. On les aime différemment.
Il y a la personnalité Ben voilà. de l'enfant qui entre en ligne de compte Voilà, plutôt c'est que ça. caractère. Parler de caractère exécrable, ça sous-tendrait que on vient au monde avec un caractère exécrable. Ah, ben Moi, écoutez, je n'y crois pas. La personne dont je vous parle, eh ben, je peux vous dire, à Ben, elle a l'âge des de têtes- 6 elle a mois, certainement c'est ses raisons. infernal. À l'âge de 6 mois. Oui, mais Et un maintenant, bébé. elle a 40 ans et c'est toujours Oui. pareil. Eh bien, écoutez, si un bébé de 6 mois, pour moi, il n'est pas exécrable. Eh ben, Si un bébé de 6 justement. mois pleure beaucoup Oui, non, mais et c'est a pas du mal ça, à mais dormir, faisant des tas de choses, vous voyez, par exemple, enfin une bêtise, C'est quand qu'il a il y des avait raisons. des animaux mangeant la nourriture à l'âge de 2 ans du chien en oui, mais ça, coulisses, tous les alors- bébés font Non, mais c'est une personne font des exactement- choses comme ça. Une personne exactement, comme dit monsieur, infernale, vous voyez. Enfin, j'espère, mais ce qu'il faudrait, c'est comme vous lui conseillez, Caroline, qu'elle se mette en rapport avec un psychologue. Ça, c'est Alors, certain. Mais est-ce que vous monsieur connaissez quelqu'un, évidemment, c'est pas votre rôle, peut-être, vous n'avez peut-être pas le droit éthique de le faire, mais il y a, comment dirais-je, une association de psychologues. Non, alors déjà, je ne peux pas, sur un plan déontologique, je ne peux pas vous donner les coordonnées de thérapeutes, mais il n'y a pas d'association à proprement parler, mais enfin, si, il existe des associations, mais je pense que de toute façon, ce n'est pas à vous, André, de donner les coordonnées d'un thérapeute à votre fille. Je pense que ça serait mal vécu. Mais elle ne fera pas la démarche toute seule, elle le fera pas. Vous ne savez pas. Je pense que de toute façon, c'est pas ce qu'elle attend de vous. Ce qu'elle attend de vous, c'est une reconnaissance. C'est enfin de sentir de l'attention et d'être valorisée par vous. Je vais vous lire quelques messages pour conclure qui arrivent. Salomon qui dit « Apprenez à la connaître, comme elle vous l'a demandé finalement hier, à la respecter, à la considérer, à l'aimer. » Et puis il y a Fabienne qui dit qui vous recommande peut-être une lecture. Alors je connais pas ce livre, mais ça s'appelle Petit règlement de compte en famille. C'est Nicole Prieur. Donc c'est une dame qui est thérapeute. Petit règlement de compte en famille de Nicole Prieur. Donc je vais regarder sur Internet. Voilà. Alors on n'a pas les éditions. Fabienne nous les a pas données. Sur Internet, ça va se trouver ça. Oui. Voilà. Prière, écoutez, oui, je vais regarder ça. Écoutez, voilà. Je vais faire cette démarche parce que, vous savez, contrairement à ce qu'elle croit, justement, j'aime mes 3 enfants, vous savez. Mais c'est ce qu'il faut lui dire, je crois. Qu'un père, il aime bien il a 3 enfants, il les aime autant. Elle a besoin de l'entendre et de l'entendre avec vos mots. Et comme dit Maud, elle dit prenez votre fille comme elle est, elle aussi a ses propres blessures, et vous ne pouvez pas avoir les 3 mêmes enfants. Bonne chance, André. Merci, vous êtes bien aimable. Au revoir, Lydie France. Au revoir. Bonne soirée. Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir, Caroline. Alors, vous vouliez revenir un peu sur ce que vous aviez entendu précédemment, là. Oui, en fait, c'est l'intervention de Lydie qui m'a fait un peu réagir. Mm-hmm. Elle parlait de colère et de caractère exécrable. Oui, alors, la notion de caractère, oui. Voilà. Alors, il se trouve que moi, depuis toute petite, on n'a jamais arrêté de me dire que j'avais un caractère de cochon. Et alors, j'étais une fille après 3 garçons. Hein. Mm-hmm. Et bon. Et en fait, moi, j'avais l'impression j'ai toujours eu l'impression, petite, que j'étais au contraire martyrisée par les autres. Et j'ai en fait, c'est vrai que j'étais un, on m'en faisait voir de toutes les couleurs, mais je faisais beaucoup de colère. Et les colères étaient arrêtées par mes parents, par des douches froides, des fessées magistrales, le martinet. Enfin bon, je suis quelqu'un de 56 ans, donc on est une génération, on a eu beaucoup ce genre de... Oui, on était... Voilà. Enfin, à ce moment-là, on utilisait, c'est vrai, encore le martinet, la douche froide et tout, c'était quand même déjà autre chose. Hein, mais on infligeait, la punition corporelle. Hein, c'était beaucoup plus répandu. Et en fait, c'est vrai que, alors peut-être étant une fille après 3 garçons, mes frères se moquaient beaucoup de moi, ma mère était beaucoup avec mes frères, après, je veux pas me faire passer pour une victime, hein, loin de là. Mais moi, j'ai toujours roulé dans les brancards.
Et c'est vrai qu'on m'a toujours dit que j'avais un caractère de cochon. Après, Alors, qui ont, c'est-à-dire Ah ben, ma mère, ma famille, quoi. Oui. Votre mère plus que votre père? Oui, ma mère plus que mon père, oui. Oui. Et bon, donc après, si vous voulez, bon, il s'est passé certaines choses dans ma vie. J'ai épousé quelqu'un qui était encore plus autoritaire que ma mère. Bon, ça s'est très très mal terminé. Donc je me suis séparée de cette personne au bout de 25 ans. Et après, j'ai dû faire des thérapies parce que j'ai vraiment fait des dépressions sur dépression. Et... On va continuer à en parler, hein, Elisabeth, mais oui. On va s'interrompre le temps du journal, donc oui. Surtout ne raccrochez pas. À tout de suite. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions nombreuses, particulièrement ce soir, qui arrivent par SMS au 7 21 21 avec le mot nuit en début de vos messages et vos courriels sur le site europe1.fr. Le témoignage d'André a suscité beaucoup de réactions parce que les relations père-fille nous concernent tous et toutes. Alors il y a Jennifer qui dit: André, votre fille a besoin d'attirer votre attention. Vous ne l'avez peut-être pas suffisamment vue et entendue jusqu'à présent. Apprenez à lui parler sans vous énerver, sinon vous risquez de la perdre. Ayant vécu ce genre de choses, moi aujourd'hui j'ai coupé les ponts totalement avec ma mère qui a toujours voulu diriger ma vie, mes études, tout en me jugeant. J'ai aujourd'hui fait ma vie et depuis elle ne veut plus me parler, ça fait 4 ans. Et maintenant, pour moi, c'est comme une personne morte, malheureusement, dit Jennifer. Il y a Mirabelle aussi, qui dit, en fait, cette femme crie sa détresse. Elle parle de la fille d'André. Elle n'a probablement jamais été considérée comme adulte par son père et sa fratrie. Sa situation de mère célibataire l'a fragilisée. Un psy l'aidera, mais il est aussi indispensable que le père, tout comme la fratrie, l'accepte telle qu'elle est et ouvre leurs bras à son fils. L'oncle polytechnicien, s'il était un peu moins obtus, devrait jouer un rôle modèle, dit-on en anglais, et aurait dû jouer un rôle dans la vie de ce jeune homme dès sa naissance. Je perçois l'abandon à peine dissimulé de cette femme et de son fils que le reste de la famille juge. Ils devraient tous apprendre à se remettre en question et redoubler d'efforts à son égard et vis-à-vis de ce fils sans père. Tous deux ont besoin de cette famille. Plus elle se sentira en sécurité et plus elle pourra s'ouvrir, nous dit Mirabelle. Et puis Liliane également nous dit André a eu le mérite de se remettre en cause, d'accepter de voir qu'il y a eu des maladresses dans la façon d'échanger avec sa fille, perçue comme le vilain petit canard de la famille. J'espère qu'ils arriveront à se dire qu'ils s'aiment et qu'il est fier de sa fille et qu'il aime ce qu'elle est. Courage et merci à cet homme d'avoir eu le courage d'appeler pour essayer de faire évoluer sa relation à sa fille. Alors il y a aussi quelqu'un qui dit j'ai l'âge de la fille d'André, je me sens incomprise, mes parents refusent tout. À défaut, André lui-même pourrait peut-être se faire aider par un thérapeute, aller parler de sa relation. Et on va retrouver tout de suite Elisabeth. Alors Elisabeth, vous reveniez sur la réaction de Lydie France qui parlait de caractère finalement, un peu on rejoint l'inné et l'acquis, hein, c'est-à-dire Lydie
France nous disait qu'il y a des bébés dès 6 mois qui pouvaient avoir des caractères dits exécrables. Et vous nous expliquiez que petite fille, eh bien, on avait dit de vous que vous aviez un caractère de cochon, ce qui vous valait des punitions corporelles très sévères. Hein. Oui. Mais la réflexion de Lydie, quand elle parlait de la dame dont elle parlait, là, sa collègue ou je ne sais pas qui mangeait la nourriture des animaux, ça m'a fait penser. Oui, elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans. Hein. Un bébé de 2 ans, vous le mettez à côté de la gamelle d'un chien, effectivement, il va prendre la nourriture. Les bébés à la crèche, vous les mettez, pardonnez-moi les oreilles, mais ils peuvent manger, y compris des excréments. Hein. Enfin, je veux dire, ils jouaient avec, pas les manger, mais jouer avec en tout cas. Parce que les manger, ils se rendent compte le goût leur plaît pas, mais ils vont jouer avec. À 2 ans, ils n'ont pas la notion qu'on a nous adultes. Ils sont dans le ludique. Et en fait, ça me fait penser à une réflexion de ma mère qui m'a toujours reproché de ne pas vouloir de son lait. J'ai été la seule de ses 4 enfants à ne pas vouloir téter. Donc j'avais quoi ? J'avais une journée, quoi, et j'ai pas voulu téter de son lait. Donc j'ai l'impression qu'elle m'en voulait beaucoup. Oui. Et j'avais beau lui expliquer que je n'étais qu'un bébé, qu'un nouveau-né, que bon, rien n'y faisait. Enfin bref, donc en fait, si vous voulez, moi j'ai passé, disons, 45 ans de ma vie avec des colères intempestives. C'est-à-dire que je me retenais beaucoup et tout d'un coup, je me mettais en colère. Et un jour, j'ai commencé, même après mes enfants d'ailleurs, hein, j'ai eu 3 enfants. Et un jour, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, je ne comprends pas pourquoi je tape mes enfants, parce que c'est ce qui s'est passé, bon, toute proportion gardée, bien sûr, hein, mais bon, parce que je les adore, je les aime. Donc j'ai commencé déjà à me poser cette question-là. Et puis après, vis-à-vis de mon mari, ça n'allait pas, donc je faisais des colères parce qu'en fait j'avais très très peur. Je me suis rendu compte après que j'avais très peur. Et donc en fait je faisais des colères, mais quand ça débordait, quoi, vraiment quand la coupe était pleine. Et je me disais, mais je ne comprends pas, parce qu'au fond de moi, je me sens douce, quoi. Je me sens pleine de douceur, j'ai envie d'aimer les autres. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais en colère tout le temps comme ça. Et à partir de là, bon, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'était pas en accord avec moi-même. Donc j'ai commencé à faire des thérapies. Et donc après, je me suis séparée de mon mari dans des circonstances assez dures, que je n'aborderai pas là. Mais pareil, j'étais quand même très très coléreuse. Mais, si vous voulez, j'avais un peu changé de milieu. C'est-à-dire, j'avais rencontré des gens, j'ai commencé à faire du théâtre, et j'ai rencontré des gens qui m'ont renvoyé une image de moi que ni mon mari ni ma famille ne m'avaient jamais renvoyée. C'est-à-dire plus intéressante. C'est-à-dire que j'étais plus valorisée. C'est-à-dire qu'on tenait compte de moi, on me renvoyait des qualités que je n'imaginais pas. C'est que la première personne qui m'a dit que j'étais intelligente, c'est une amie qui me l'a dit, j'avais 38 ans, quoi. Et j'avais jamais entendu dire ça. Et ça a fait tilt. Et après, j'ai commencé à réfléchir, à faire marche arrière. Et en fait, il se trouve que... Mais par contre, j'ai toujours été très coléreuse. Alors, un psychiatre m'avait dit, mais c'est votre façon de fonctionner. C'est la façon que vous avez eue de fonctionner de vous positionner par rapport aux autres. Et ça vous ne quittera pas complètement. Et il s'est trouvé que... c'est vrai que je pense que la colère, c'est un peu partie de moi-même. Mais maintenant, j'arrive à la maîtriser parce qu'il s'est trouvé que j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, Alors, curieusement, il ne supporte pas les conflits. Il est très coléreux, mais il ne supporte pas les conflits. Mais au départ, moi, je me suis aperçue petit à petit qu'il était assez coléreux. Au départ, il a dit, je ne supporte pas les conflits. Et en fait, je tiens tellement à cet homme que j'ai vraiment pris sur moi. Et je me suis dit, maintenant, ma colère, il faut que je la laisse de côté. Il faut que je la laisse de côté. Il faut que je trouve un autre moyen d'expliquer ce qui se passe dans ma tête, plutôt que par la colère. Parce que moi, ça partait, mais au quart de tour. Mais même encore un petit peu maintenant, c'est-à-dire que... Alors, parfois, je laisse passer 3-4 heures avant de dire les choses, pour les dire plus posément. Mais en fait, c'est l'attachement que j'ai pour cet homme qui a fait que je me suis dit... si je ne maîtrise pas cette colère-là, eh bien, ça n'ira pas, quoi, avec lui. Et finalement, j'arrive très très bien à la maîtriser.
j'arrive beaucoup mieux à la maîtriser qu'avant. Et encore il y a 3-4 jours, j'ai une amie qui me connaît depuis très longtemps, elle m'a dit, mais en fait, on se rend très bien compte que maintenant, tu es apaisée, tu as quelque chose en toi qui est complètement apaisé, tu es en accord avec toi-même, et enfin voilà, c'est ce que je voulais, c'est le message que je voulais envoyer à Lydie, c'est qu'il ne faut pas mettre des étiquettes sur les gens. Et surtout pas sur un enfin, à tout moment, un enfant est un être en devenir, donc un bébé. Enfin, je veux dire, on est là, rien n'est joué, rien n'est joué. Et vous le dites d'autant mieux que un enfant a avant tout besoin d'être aimé. Et pour être aimé, il va faire en sorte de correspondre à l'image que les parents ont de lui. Même si cette image est négative. Ouais. C'est-à-dire un enfant, oui. Même un enfant à qui on va répéter qu'il est difficile, qu'il est pénible, qu'il a un caractère de cochon, il va s'enfermer dans cette image. Parce que finalement, c'est l'image que les parents lui donnent. Parce qu'il est fidèle à ses parents. Et il est fidèle à ses parents. Il est loyal envers ses parents. Et d'une certaine façon, vous aussi, cette colère, quand vous dites, cette colère, il y a une autre, moi j'entends autre chose, elle vous a permis aussi de tenir et de résister. Ah, ça c'est sûr. À un moment. Et moi, je vais vous dire maintenant, c'est très bizarre, parce qu'avant, j'en souffrais énormément quand on me disait que j'avais un mauvais caractère et tout et tout. Et maintenant, quand on me dit que... Mais les gens, c'est bizarre, parce qu'ils nous renvoient une autre chose maintenant. C'est-à-dire qu'ils me disent, on se souvient de toi parce que tu es différente. Et pour moi, c'est le plus grand compliment qu'on puisse me faire. Et en plus, je suis prof, moi. Donc, et c'est vrai que et un jour, un collègue prof m'a dit, t'es un prof atypique. Et de la part d'un collègue prof, j'ai pris ça pour un énorme compliment. Pourquoi ? C'est vrai... Après, je veux pas non plus... Ça vous mettrait dans l'embarras de développer, ou alors d'accord. Non, pas du tout. Je trouve qu'il y a beaucoup de profs qui sont très sectaires, alors qu'on justement, on a une profession, on ne devrait pas être sectaire, on devrait élever les enfants à autre chose, quoi. Leur ouvrir des horizons sur eux-mêmes. Oui. Et je sais que moi, j'hésite. Alors, ça m'arrive, parce que c'est vrai que les élèves, parfois, quand vous avez eu 7 heures de cours dans la journée, vous êtes un peu à bout. Mais je m'excuse très souvent auprès des élèves. Certains élèves, quand je dépasse les bornes aussi, et quand eux me font dépasser les bornes. Mais moi, je suis très souvent, j'essaie d'être positive, d'encourager tout ça. Par contre, au bout d'un moment, je dis, bon, maintenant, j'ai tout fait pour toi, après c'est ton choix. Mais si vous voulez, c'est vrai que, c'est-à-dire que... C'est vrai que quand on me dit que je suis décalée et atypique, pour moi, c'est un très grand compliment. Mais je le comprends, je vous comprends, et je vous rejoins. Et c'est en ça, vous savez, il y a beaucoup de gens qui, notamment, on le retrouve ça chez les artistes, qui ont très peur de faire une analyse parce qu'ils ont peur que cela leur enlève de leur créativité. Et qui fait justement toute leur force, toute leur singularité, alors que la psychanalyse, elle est tout sauf normative, puisque on apprend à être un peu plus libre, à faire avec ce que l'on est, à être pleinement soi-même, et en fait ça n'entrave pas la créativité, c'est la névrose qui entrave la créativité, pas la psychanalyse. Moi, j'ai fait 12 ou 13 ans de théâtre, et plus j'ai avancé dans mes thérapies, moi j'ai pas fait du tout d'analyse, mais j'ai fait des psychothérapies, frontales, si vous voulez, j'étais pas sur le divan. Mais si vous voulez, plus j'ai avancé, mieux j'ai joué. Parce que forcément, on est beaucoup plus proche de soi. Au fur et à mesure qu'on découvre des choses sur soi, on s'accepte comme on est, et on accepte aussi, les autres finissent par vous accepter comme vous êtes, et on accepte de se montrer tel qu'on est. Alors évidemment, au début, quand on ne connaît pas les gens, on a toujours un peu peur.
Mais dès qu'on essaye, on se lâche un peu et qu'on essaye de se montrer tel qu'on est, finalement, on est plus lumineux, je pense. En tout cas, merci beaucoup de ce témoignage, Elisabeth. Mais je vous en prie. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. 39 21 34 centimes la minute. Un petit message qui arrive au 7 21 21 de la part de Chantal et qui rebondit sur ce que nous disait Elisabeth, qui dit: ayant vécu ces grandes colères et étant en compétition avec mon frère que ma mère préférait, je peux dire que ce n'est pas notre caractère naturel, c'est autre chose qui est en jeu. On va maintenant accueillir Marine. Bonsoir Marine. Oui, bonsoir Caroline, bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir. Mais je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Ben, c'est gentil, merci. Voilà, je voulais vous parler de mon amie. Donc, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a 1 an et avec qui je vis actuellement. Donc, tout se passe très bien, je suis très heureuse, on est très heureux ensemble. Donc, moi, j'ai un grand garçon de 20 ans, lui, il a une jeune fille de 19 ans et tout se passe pour le mieux. Par contre, voilà, ce qui me pose problème, c'est son attitude par rapport à son ex-femme. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. C'est qu'il y a 2 ans en arrière, après 20 ans de vie commune, donc sa femme avec qui il n'était pas marié, lui a annoncé qu'elle le quittait. Donc pour lui, ça a été un choc parce qu'il ne s'attendait pas du tout à cela. Et puis le mois qui a suivi, donc c'était en plus le jour de son anniversaire, elle lui a dit voilà, je pars, mais pour quelqu'un d'autre. Donc là, ça a été un deuxième choc pour lui. Et puis maintenant, lorsqu'il parle de cette personne, il la traite de tous les noms, donc des mots très grossiers. Et puis par contre, il me dit si un jour je la rencontre, je suis capable de la frapper, de lui faire du mal, de la cogner, voilà. Ah donc, oui, toujours autant d'années après. Ah oui, cette violence. Mais alors, attendez, parce que en fait, ils se sont séparés il y a combien de temps? Alors, il y a 2 ans qu'ils se sont séparés. 12 ans? Non, 2 ans. Ah, 2 ans, d'accord, oui. Voilà, oui, mais c'est 2 ans. encore récent, c'est encore récent. Voilà, c'est récent. Donc, ils sont restés 20 ans ensemble? Voilà, ils ont eu donc leur fille, oui. Qui maintenant vit avec nous. Et je ne sais pas comment apaiser sa colère. Donc On reste dans le domaine, finalement, on en parlait d'une autre façon avec Elisabeth, mais oui, cette colère, qu'est-ce qui le met finalement le plus en colère au fond? C'est les conditions certainement de la séparation. Qu'est-ce qui... Bon, disons que lui, il a un métier qui fait que la semaine, il ne vivait pas avec sa famille. Donc il rentrait le vendredi soir jusqu'au lundi matin, si vous voulez. Donc disons, c'est pas qu'il n'a pas rien vu venir, mais il a peut-être pas osé voir venir quelque chose. Et apparemment, cette personne l'aurait déjà trompé avec plusieurs autres hommes. C'est-à-dire que, bon, comme il m'expliquait, il se rendait compte qu'au fur et à mesure, il y avait des portes qui se fermaient. Pourquoi? Parce que, bon, son ex-femme draguait plus ou moins les messieurs. Donc, pour éviter qui se dispute quoi avec ces gens-là ont préféré lui tourner le dos. Mais bon, lui, il s'est pas trop interrogé. Et puis donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au mois de mai, donc 2009, elle lui a annoncé qu'elle partait pour un autre homme. Mais en fait, c'était déjà fait, c'était déjà prémédité. Et puis, à Noël de cette même année, elle a mis sa fille dehors en lui disant, ben voilà, tu vas rejoindre ton père, parce que maintenant, je te veux plus à la maison, parce que je vais accueillir la fille de mon ami, qui a 8 ans. Elle a quel âge, sa fille? Là, elle a 19 ans. Et oui, mais enfin, c'est dur pour cette jeune femme parce que, elle lui a ni plus ni moins dit d'aller vivre chez le père pour pouvoir accueillir la fille de son ami. Mais enfin, oui, tout à fait. Oui, mais enfin, c'est pas incompatible. Elle pouvait très bien accueillir la fille de son ami et néanmoins que sa fille ait sa place chez elle. C'est-à-dire qu'elle a qu'une chambre et donc. Oui, mais enfin, c'est très violent pour cette jeune femme là. C'est en gros, tu as plus ta place ici. Alors en fait,
il me dit, mais moi, ce qu'elle m'a fait à moi, encore, je peux le supporter, mais Oui, ce qu'elle a fait à ma fille, ça rajoute aussi voilà, ce ça, qu'elle a fait à ma fille, de la haine, c'est ça, parce qu'en voilà. s'en prenant aussi à leur fille, ça Oui. décuple encore plus son agressivité. Ah oui, et en fait, c'est une personne qui, lorsqu'il a un souci avec quelqu'un, il va toujours dans la confrontation jusqu'à la bagarre. Bon, je l'ai jamais vu se bagarrer, mais moi, quand je sais qu'il me dit qu'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il serait prêt à le taper avant de discuter. Moi, c'est le contraire. Enfin, je tape pas les gens, mais je vais toujours dans le sens de la discussion pour savoir les raisons pour lesquelles la personne me dit telle ou telle chose. Mais lui, c'est toujours dans comment dire, dans le geste, dans la confrontation. Et donc, avant de connaître cette personne-là, pendant 20 ans, il a connu une autre femme avec qui il est resté 5 ans, ils se sont mariés, et elle lui a fait un bébé, comme on peut dire, dans le dos. Et donc, ce bébé-là, il l'a reconnu en sachant que c'était pas son fils biologique. Et donc cette personne, donc sa première femme avec qui il s'était marié, en fait, ils faisaient garder leur fils, puisque bon, il s'agit d'un garçon. Alors attendez, elle lui a pas fait un bébé dans le dos, elle a fait un enfant avec un autre homme qui l'a reconnu. Oui. Voilà, C'est pas ça, faire un bébé dans le dos, c'est faire un bébé sans l'accord de l'homme, c'est-à-dire que on lui force la main, si je puis dire. Elle a fait un enfant avec un autre homme, mais lui n'était pas le père. Il n'était pas au courant. Ah, c'est différent. Vous me dites, il n'est pas le père biologique. Non, c'est pas. En fait, cette personne a eu un amant. Elle a eu un bébé avec cet amant, mais et donc. Mais comment il a su finalement, au final, qu'il n'était pas le père biologique? Eh ben, alors là, vous me posez une colle. J'ai su la raison. Parce que je crois qu'il y avait des dates qui concordaient pas. Oui, parce qu'ils étaient séparés à ce moment-là, et quand il a calculé les dates, ils étaient plus ensemble. Donc ça pouvait pas être son fils. Et effectivement, elle a reconnu par la suite que c'était pas son fils. Mais lui, malgré tout, il l'a reconnu, quoi. Bah, dites-moi, il a des raisons d'en vouloir aux femmes. Il est toujours, mais par contre, il est avec toujours avec des femmes infidèles et qui lui font payer cher ses infidélités. Mais par contre, vous devez être sous haute surveillance, vous, Marine. Oui, mais bon, j'ai rien à craindre, moi, de mon côté. Je suis fidèle. Non, mais il est pas jaloux avec vous? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Bon. Mais par contre... Vous faites confiance? Ah oui, moi, je lui fais confiance totalement. Non, vous, oui, mais oui. Est-ce que vis-à-vis de vous, il vous fait confiance? Ah oui. Bon, c'est vrai qu'il me téléphone très souvent dans la journée, mais bon, moi, j'ai Ah oui, parce que bon, comme il est très pas souvent, c'est-à-dire? Ah il peut me téléphoner 2 fois dans la matinée, 2 fois dans l'après-midi. Mais moi, ça me dérange nullement parce que j'aime bien aussi avoir des nouvelles de son côté, puisqu'il est sur la route toute la journée, si vous voulez. Donc ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Et puis moi, j'ai ma conscience pour moi, donc je lui dis, moi, quand j'ai un collègue qui vient me voir, qui connaît, je lui dis, je vais aller boire un café chez lui, ou lui est venu. Bon, il y a sa fille qui est présente, donc il voit pas le mal, et moi, je vois pas le mal. Donc, bon, ça pose pas de problème. Non, mais les 2 histoires dont vous me parlez, qu'il a eues avec des femmes, c'est quand même une relation avec une femme où il a un enfant avec cette femme, il s'aperçoit que cet enfant n'est pas de lui. Oui. C'est quand même, lourd de conséquences. C'est une infidélité qui est lourde de conséquences puisque ça donne lieu à la naissance d'un enfant. Oui. Et puis l'autre histoire, il y a une infidélité, il y en a eu plusieurs. Où semble-t-il, d'après ce que vous me dites, il a un peu, d'après ce qu'il vous raconte, c'est un peu fermé les yeux. Il y a des hommes qui après l'évitaient. Donc il voulait pas trop voir ce qui était en jeu. Et puis un jour, elle lui annonce, parce que là, il pouvait plus du tout fermer les yeux puisqu'elle lui dit je pars. Oui. Et derrière cette colère, il y a aussi, au fond, peut-être, c'est une hypothèse, de la culpabilité. D'ailleurs, j'ai pas réagi. Je sais pas comment. En tout cas, ça serait important, quand vous dites comment l'aider, ça serait important qu'il en parle. Parce que
on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, je ne sais pas où habite cette dame, si elle est proche. Elle habite pas loin, elle habite à 500 mètres. Oh là là, mais comment se fait-il? Ils ne se sont jamais croisés? Apparemment, elle est vitrée. Donc, c'est vrai non, que mais attendez, elle est vitrée, mais fatalement, à un moment ou à un autre, ils vont se rencontrer. Oui, peut-être, je sais pas. Mais ce qui est très curieux, c'est qu'avec la première personne, donc avec sa première femme, oui. il n'est pas en conflit. Pourtant, elle lui a fait un enfant qui n'est pas de lui. Et il en est très heureux parce que maintenant, son fils, il a eu un petit-fils. Et donc, on est allé le voir à la maternité. Il le suit de très près. Il est très, très heureux. Et donc, il a rencontré forcément donc la grand-mère, donc ton ex-femme. Oui. Mais ils se sont même fait la bise, mais il n'y a pas de... Oui, c'est vrai que de l'extérieur, mais c'est vrai que c'est là où, vous savez, c'est étrange, hein, enfin, on ne sait jamais justement ce qui se joue inconsciemment hein, chez lui, parce que d'un point de vue extérieur, il aurait plus de raisons d'en vouloir à sa première épouse qu'à la deuxième, parce que après tout, elle l'a trompé, elle est partie avec un autre homme, c'est douloureux certes, mais la tromperie est moins grande que d'aller faire un enfant avec un autre homme. Mais au fond, cet enfant, vous semblez dire que, il lui a donné son nom, il a donc reconnu, il l'a élevé, il l'aime, il est maintenant grand-père, et c'est une grande joie, un grand bonheur dans sa vie. Donc au fond, l'infidélité, ce qui au départ était a dû être source d'une blessure et d'une souffrance, a été au fond est devenu un grand bonheur. Donc, vous voyez, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir hein, dans la vie. Hein. Mais c'est vrai que quand il a su la naissance, parce qu'il l'a fait avant la grand-mère, donc la future naissance de ce bébé, il en a pleuré. Il était vraiment très heureux. Oui. Et quand le bébé est né, on est allé le voir pratiquement peut-être 3 jours après, parce qu'il était encore en couveuse. Il était dans tous ses états. C'était vraiment comme si c'était le papa. Il était vraiment très heureux. Ouais. C'est vrai que son bonheur m'a touchée. Et puis, de plus de savoir que ce n'est pas son fils et même pas son petit-fils, mais il le considère comme tel. Et quand il le voit en photo, sur Internet, je sais pas, il a une grande bouffée de joie. Et c'est vrai, je me dis, mais pourtant, ça devrait être avec cette personne-là qui devrait être le plus mal. Oui, mais non, parce qu'il a terriblement investi cette relation. C'est son fils. Oui, parce qu'au fond, ça montre bien le lien, ce qui fait la paternité ou la maternité n'est pas dans le biologique. En fait, c'est dans le lien que l'on construit à l'enfant. Et donc, c'est dans l'amour et dans ce que l'on met dans cette notion d'amour. Alors, il y a Brigitte qui pose une question très pertinente, qui dit, mais finalement, cette colère rend cette femme toujours présente. Est-ce que c'est pas lourd à porter pour vous? Si, quand même, parce que je me demande, cet amour qu'il a porté à cette femme pendant ses 20 ans, est-ce que ça s'est transformé en haine, ou est-ce que malgré tout, il l'aime encore? Parce que moi, ce que je lui dis maintenant, le passé, certes, c'est quelque chose que l'on ne peut pas oublier, qui a fait du mal, mais maintenant, tu es dans le présent avec nous, on est en train de construire quelque chose, on est heureux, on est bien ensemble, disons qu'on partage des valeurs identiques sur certains points, on va construire un futur, mais cette personne-là, elle est toujours présente. Oui. C'est sûr que sa fille, quand elle rentre, elle dit j'ai vu maman, elle m'a acheté des vêtements. Oui, ça c'est différent s'il s'agit de sa mère. C'est pas comme lui qui parle de cette femme. Elle est entre vous, Brigitte a raison. Elle est entre vous en permanence, avec cette colère qui l'habite comme ça. Oui, avec cette colère. Alors je me demande comment je pourrais apaiser. Non, mais je crois que c'est pas. Je crois que ce que vous dites est important, c'est-à-dire qu'à un moment, il est important de vous positionner vous dans cette relation. En disant qu'au fond, je ne pense pas qu'il s'agisse encore d'amour pour cette femme, c'est-à-dire que c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire certes, il a aimé cette femme, il est resté 20 ans avec elle, et ça a maintenant basculé dans la haine. Voilà, c'est ça. Donc il a tout autant qu'il a aimé, et cette violence, au fond, il y a certainement teinté de culpabilité, il y a beaucoup de choses, mais dont il faudrait qu'il aille
parler, parce que sinon, ça risque de peser trop fortement sur votre relation, et vous pouvez pas être 3 dans la relation. Et actuellement, vous êtes 3, parce qu'il y a l'ombre comme ça tutélaire de cette femme. Et sans compter qu'étant donné la proximité géographique, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et vu la colère, voire même les bouffées de haine qu'il a en lui, il peut être à la merci d'un passage à l'acte. Et ça, c'est toujours très lourd de conséquences, parce que c'est lui qui serait poursuivi, à juste titre d'ailleurs. Oui, parce que justement, ce qu'il m'a expliqué, c'était qu'au mois de mai, à un moment, et donc il était encore avec elle, et elle a eu très peur, parce que apparemment, il aurait voulu la frapper. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Il s'est retrouvé pendant une journée ou 2 en CHS, en chambre d'isolement. Parce que il avait tellement de... Il aurait peut-être pu passer à l'acte, je ne sais pas, mais bon, elle a eu tellement peur qu'elle a alerté le frère, et le frère a demandé une mise, je ne sais pas comment quel est le terme que l'on utilise. Enfin, il a demandé à ce qu'il soit hospitalisé d'urgence. Mais parce que qu'est-ce qu'il avait fait ? Je crois qu'il voulait lui donner des coups de couteau, quelque chose comme ça. Enfin bon. Ah, mais attendez, c'est très grave là. Ah oui, c'est pour ça que moi je. Non, mais ils ont demandé un placement d'office. Voilà, tout à fait. Mais est-ce qu'il a été placé d'office ? Oui, il a été en chambre d'isolement pendant 2 jours pour qu'il se calme. Mais ça, c'était au tout début ? Oui, c'était au tout début quand elle lui a annoncé sa décision, quoi. Oui, mais enfin, c'est très embêtant, hein. Oui, et c'est pas dire plus, parce que il a menacé. Oui, il a menacé, ouais. Oui, mais enfin bon, c'est pas rien de menacer quelqu'un avec un couteau, hein. Alors bon, il s'est rien passé, si vous voulez. Oui, mais enfin. Mais bon, elle a eu très peur. Ça se comprend que cette femme ait eu très peur. Qui n'aurait pas eu peur à sa place, hein, parce que. Voilà. Mais je veux dire, la façon dont il parle... Non, mais je crois vraiment que... Suite, je pense que s'il a été placé donc d'office, et étant donné son comportement en psychiatrie, placé en isolement, on a dû lui proposer un suivi à sa sortie. Ma foi... Oh, certainement. Oui. Mais il n'a pas dû vouloir le suivre. Non. Il n'a pas continué. Moi, je crois que vous devriez vraiment en parler avec lui. Alors, en n'insistant pas, parce qu'il ne s'agit pas de le culpabiliser de quoi que ce soit, sinon ça ne marchera pas. Ce qu'il faut lui dire, je crois que là où il faut que vous soyez quand même assez ferme en disant, parce que, vous m'appelez au fond pour me parler d'elle, plus que de vous et de votre relation, et dire, on est ensemble, nous, depuis 1 an, et moi, j'ai l'impression que tu es encore avec elle. Et alors, évidemment, il va vous dire, mais non, puisque je suis séparée, et puis il va encore utiliser ces termes très injurieux. Dire, mais regarde à quel point tu es encore dans quelque chose, dans un lien, même si c'est un lien de haine. Donc, tant que tu es dans cette haine, c'est encore un lien avec elle. Un lien qui, finalement, te fait souffrir et qui, moi, m'affecte parce que ça me donne le sentiment qu'on n'est pas 2 dans cette relation, mais 3. C'est-à-dire qu'elle est toujours, d'une certaine façon, entre nous. Et à moyen terme, à long terme, ça va mettre en péril notre relation. Donc je pense vraiment qu'il est important que tu ailles en parler de cette colère, que tu te fasses aider. Oui, mais je lui ai proposé, c'est vrai. Et dimanche dernier, donc on était chez des amis et qui connaissent aussi cette personne, puisque cette personne a dragué donc son copain. Donc il disait, mais si tu la tapes comme ça, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas aller en prison. Et puis qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, tu vas être en prison. Et puis Sylvie, je pourrais ou une autre personne va te quitter, etc., etc. Donc vous comprenez, donc. Oui, mais il ne s'agit pas de le mettre forcément en situation. Ça ne sert plus à rien, ça, maintenant. C'est-à-dire, c'est certainement le fait d'être quitté en thérapie pourrait travailler à quoi ça renvoie aussi. C'est-à-dire être quitté, la séparation, l'abandon. Ça va le renvoyer à quelque chose. Vous savez, il y a toujours comme ça ce qui se passe dans notre vie présente nous renvoie à un autre film de notre passé et refait
ressurgir en nous des événements dont on n'a plus conscience. Toute cette mémoire inconsciente, ça entre en résonance et c'est là-dessus qu'on peut travailler. Et peut-être des abandons qui ont été mal vécus et vraiment insister pour qu'il aille en parler. Hein. Je crois que le salut est là, hein, Marine, d'accord ? Parce qu'en fait, ces deux femmes se connaissaient. Oui, et mais quand peu importe. Il est allé vers l'autre. Et c'est ce laps de temps qui a été très court aussi qui m'interroge. Comme moi, je suis venue, en fin de compte, très peu de temps après son ex-femme. Oui, mais il a certainement une difficulté à rester seul, oui. Voilà, moi je pense que c'est une personne, oui, qui a du mal à rester seule. Même si dans son métier... Mais il doit avoir quelque chose à voir avec la séparation, la rupture, l'abandon. Et voilà, donc dire qu'au fond, il serait plus fort après s'il pouvait travailler un peu cela. Hein? Alors, voilà. Invitez-le à le faire. Ouais. Oui, je vais lui dire. Bon courage. Merci beaucoup. Bon courage, Marine. Au revoir. Bonsoir. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21. 39 21. 34 centimes la minute. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Excusez-moi, j'éteins la radio, là. Oui, c'est préférable, merci. Voilà. Oui, donc, oui, je vous appelle parce que là, je suis... je vous entends mal, je vous entends pas bien. Parlez bien dans le combiné, ou alors un peu moins loin, parlez un petit peu moins loin, un peu plus loin, pardon, de votre combiné. Parce qu'on c'est un sans fil, c'est peut-être pour ça. Oui, mais éloignez un peu votre bouche du combiné, voilà. Voilà. Oui, moi, j'ai un petit problème, c'est que, donc, je suis séparée de mon mari depuis 2 ans, officiellement depuis 1 mois. Et depuis 1 mois, c'est-à-dire, j'ai pas compris, vous êtes officiellement divorcée. D'accord, oui. Voilà. Et il se trouve que j'ai rencontré un charmant monsieur et que j'ai je me suis rendu compte au bout de 2 ans de séparation que j'avais des pulsions sexuelles, on va dire. Oui. Voilà. Et donc, ce monsieur est charmant et voilà. Et je ne sais pas s'il faut que je passe le cap ou s'il faut que je me garde encore, voilà. Une éducation qui a fait qu'on se donne jamais comme ça spontanément. Voilà. Oui, une éducation, vous voulez dire, quand vous dites qu'on se donne pas spontanément, c'est-à-dire qu'il faut toujours un moment d'attente, de recul, d'apprendre, de savoir qui est qui, quoi. Mais vous le connaissiez depuis longtemps, cet homme ? Non ? Pas depuis... Non, j'ai vu 3 fois. Oui, écoutez... Mais après tout... Et j'ai envie de me lâcher. Et pourquoi pas ? Voilà. Écoutez... Il est charmant. Oui, s'il vous plaît. Je ne l'aime pas. Oui. Au terme amoureux mais il est charmant. Oui. Je m'appelle toutes les semaines et pourquoi je n'arrive pas à prendre la décision de me dire pourquoi pas. Au nom, vous le dites, d'une éducation, d'interdits, d'une morale, et puis finalement encore d'interdits qui touchent particulièrement la sexualité des femmes, hein, et peut-être des femmes de votre génération, je ne sais pas. 56 ans quand même, donc c'est vrai que... Puis mon mari est quand même parti avec une femme de 20 ans de moins que moi, donc ça a été un choc. Parce que c'était du jour au lendemain, donc... Moi, j'ai eu je te quitte, je suis amoureux, le courrier est arrivé le lendemain. Oui, c'est très brutal. Hein. Oui, il ne vous a pas ménagé. Ah non, surtout après 1 mois de vacances passées ensemble. Je pensais que tout allait bien. Je me sentais un petit peu tendue.
mais pas plus que ça, quoi. Et donc là, j'ai tout eu. Donc là, j'ai vécu pendant quelques mois dans une dérive totale. Une dérive affective. Mais et justement, c'est bon signe là que vous ressentiez à nouveau du désir. Alors, ce qui est finalement, ce qui semble un peu vous culpabiliser, c'est que c'est pas associé à de l'amour, mais le désir n'est pas toujours associé à l'amour, hein. Et finalement, ça serait plus simple, certainement, dans votre tête, si, en plus, vous étiez tombée amoureuse de cet homme. Alors là, évidemment, envisager d'avoir une relation sexuelle avec lui, bon, bah, vous direz, oui, vous ne vous poseriez pas toutes ces questions. Mais vous dire, j'ai du désir pour cet homme, et l'idée de dire, je vais céder à mon désir, mais sans être amoureuse de lui, est-ce bien convenable? Et pourquoi ça ne le serait pas? Parce que vous êtes deux adultes consentants. Oui, et on a discuté déjà de ça. Justement, c'est ça qui me fait plaisir, ça me rassure ce que vous me dites, parce qu'on a discuté au téléphone, parce que il m'appelle régulièrement, et je lui dis, attends, on est deux adultes consentants. Oui. Toi, il a sa vie, moi j'ai la mienne, il n'est pas question d'amour, il est question de sensualité, de sexualité. Et lui, il ne recherche que ça. Et il m'a dit, tu peux me donner ça. Et je dis, mais pourquoi je ne peux pas accepter simplement de prendre? Exactement. Bonne question. Parce que, vous êtes sur un pied d'égalité, parce que vous avez dit d'ailleurs, vous avez dit le terme se donner, ce qui là aussi, ça supposerait, c'est encore dans l'archétype, les archétypes comme ça de la sexualité féminine, de la sexualité masculine, la femme se donne. Non, vous pouvez prendre aussi, c'est-à-dire que vous prenez du plaisir et vous en donnez. Enfin, il y a un échange réciproque entre deux adultes consentants. Exactement. Donc pourquoi vous le refusez? Au nom de quoi? Au nom de quelle morale? Qui peut vous l'interdire, si ce n'est vous-même? Oui, c'est moi-même. Donc la question, normalement, il revient demain. Mais et c'est vrai que c'est la question que je me pose, pourquoi je m'interdis ça? Eh bien, parce que vous avez, on dirait dans notre jargon de psychanalyste, un surmoi assez tyrannique. Le surmoi, c'est composé de tous les interdits qu'on a intériorisés durant notre enfance, et notamment tous les interdits autour de la sexualité. Alors ça persiste, vous savez. Etc. Voilà. Bon, voilà. Je voulais faire participer, parce que il y a des décisions comme ça qui sont pas très faciles à prendre, parce qu'on va en fait. Alors le problème, c'est que je veux aller sur ce plaisir-là qui est pas un plaisir d'amour, vous avez compris. Oui, mais un plaisir de reconnaissance de mon corps, de mon sexe. Exactement, oui. Donc l'amour, j'ai fait la part après. Et bien en plus, on est entièrement d'accord. On a décidé en plus tous les deux qu'on était copains, câlins, copines. Voilà. Vous êtes en plus sur la même longueur d'onde. Donc, ce qui serait embêtant, c'est si vous étiez tombée éperdument amoureuse de cet homme et que lui vous dise moi j'ai je peux te proposer éventuellement du plaisir. Cela dit, attention, il faut être sûr de son coup, entre guillemets, quand on dit ça, parce que c'est très présomptueux. Je connais un peu quand même. Attendons de voir, mais bon, pourquoi ne pas vous accorder vraiment cette liberté? Franchement, vous voyez, mais ça montre encore le poids que nous avons, et je pense particulièrement les femmes dans leur sexualité, qui, il est vrai, ont besoin de lier la sexualité et l'amour, et donc quand c'est dissocié, en éprouve une culpabilité. Voilà. Comme si, justement, être uniquement dans l'instant, dans le plaisir, dans la sensualité, dans le fait de se faire plaisir, et pourquoi pas. Voilà. Et donc, c'est ce que ce monsieur me propose.
pose et il me dit, mais écoute, on peut se lâcher tranquillement tous les deux. Mais oui, en tout cas, effectivement, être dans le plaisir et dans dans l'échange. Vous êtes entre encore une fois 2 adultes consentants, donc il n'y a rien à redire. Et si vous en doutiez encore, il y a des messages qui arrivent. First Lisa qui dit allez, on vous donne le feu vert. Il y a Brigitte qui dit il y a un pas à franchir. Pourquoi pas vous accorder cela? Elle ajoute cueillons le jour. Puis le subversif qui dit « Mais personne ne vous traînera au tribunal pour cela, madame, alors permettez-vous ». Est-ce que ça vous rassure? Oui. Alors, très belle journée, ma chère Françoise, demain. Eh bien, écoute, oui, il y a 9h moins le quart, il faut que je sois 9h moins le quart. Bon, écoutez, à 9h moins le quart, on pensera à vous. Ouais, 9h moins précisément. Le quart, c'est pas mon heure. Je vous embrasse. Non, c'était juste un petit message. Il y a l'imparfait du subjonctif qui cite Épicure. Hâtons-nous de ne pas résister à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. Allez, quittons-nous sur ces paroles.